Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Ancien Premier ministre français, vous publiez Zemmour, l'anti-républicain face au danger de la contre-histoire. Un autre récit est possible aux éditions de l'Observatoire. On va en parler dans quelques instants. Jean Castex s'exprime, sortie annoncée plus ou moins desserrement, en tous les cas des contraintes sanitaires. C'est trop tôt pour vous? Non, je crois que comme d'autres pays voisins, l'Espagne, la Grande-Bretagne, d'autres y réfléchissent, nous devons préparer en effet une sortie par rapport à Omicron, par rapport à cette vague que nous venons de connaître. Évidemment, sans jamais relâcher les gestes barrières, la campagne de vaccination, convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés, donner convaincre des dates et pour contraindre. sortir du pass vaccinal? J'imagine que le gouvernement sera encore prudent. Le pacte vaccinal n'est même pas encore mis en œuvre. Non, je pense que nous allons le conserver pendant un certain temps parce qu'il y a toujours la crainte. D'ailleurs, il faut le reconnaître, il faut une certaine humilité. Nous ne savons pas encore, même si beaucoup de scientifiques disent que sans doute les vagues, les unes après les autres, seront de moins en moins. Elles peuvent être d'une grande ampleur, c'est ce que nous venons de connaître, mais elles peuvent être fort heureusement moins violentes. Il y a beaucoup moins de morts, fort heureusement. L'effet d'Omicron n'est pas. Et il est très contagieux, mais il n'a pas la même puissance qu'il a pu avoir par le passé. Mais il faut rester prudent et garder les outils qui sont utiles pour se protéger, pour nous protéger, pour protéger notamment les plus fragiles de notre société. Oui, Emmanuel Macron, donc président de l'Europe, on va dire, s'est présenté devant le Parlement européen hier, attaqué, sermonné par l'opposition France Insoumise, écologiste, d'une manière qui ressemblait à un débat franco-français devant le Parlement européen. C'était déplacé pour vous? Oh, c'est le jeu politique, mais il y a quelque chose d'important qui a été dit d'ailleurs par le président de la République. Rappelez-vous, au fond, il y a presque 2 ans, quand la pandémie a commencé, l'Europe était à genoux, dépassée par l'Amérique, dépassée par l'Asie. Nous n'étions pas capables de faire face à ce virus, à ce Covid-19, et au fond nous étions désarmés, parce que la production de vaccins, les problèmes de santé, les batteries, tout ça a été fabriqué sur d'autres continents. À la fin, l'Europe, grâce à l'effort qui a été fourni, est le continent, et notamment l'Union européenne bien évidemment, qui a le plus protégé nos concitoyens et qui a le plus protégé son économie. Et les fonds européens pour tous les pays, à la fois pour soutenir l'économie et pour préparer l'avenir, la transition écologique, les défis numériques, les défis du digital, ces fonds ont été essentiels. Donc, saluons tout de même l'effort qui a été fait pour l'Europe. Et évidemment, je regrette que les grands sujets européens, mais ils viendront dans la campagne, je pense bien sûr à l'immigration et à la nécessité de nous protéger davantage et de protéger davantage nos frontières communes. Mais regardez, nous sommes là dans une très grande tension avec la Russie par rapport... Avec une menace réelle d'invasion russe, comme le dit M. Biden aux États-Unis. Il y a des menaces, il y a le jeu qui est celui de Vladimir Poutine. Il y a eu déjà l'annexion de la Crimée, donc il y a évidemment de quoi avoir des craintes. Mais attention, moi je plaide pour que l'Europe ne se fasse pas entraîner dans un conflit qui serait celui des États-Unis, ou plutôt dans une logique où on voit bien que d'une manière ou d'une autre, l'administration Biden cherche à nous diviser. Je souhaiterais que l'Europe, notamment la France et l'Allemagne, mais pas seulement, ait sa propre stratégie politique, diplomatique, militaire. Nous en sommes loin pour faire face, bien évidemment, de manière indépendante, en ayant notre propre stratégie, en ne dépendant pas des États-Unis, pour avoir notre propre stratégie par rapport à la Russie. Oui, et le candidat le plus européiste, ça va être Emmanuel Macron? À l'évidence, c'est le rôle qu'il veut endosser. Je n'ai aucun doute sur le fait que la candidate socialiste, Anne Hidalgo, ou Valérie Pécresse, qui représente la droite républicaine, soient européens. Mais même si leurs camps sont divisés. Tous les camps, d'une manière ou d'une autre, sont divisés. Il est incontestable que Emmanuel Macron porte l'Europe depuis le début, depuis le fameux discours de la Sorbonne. Et surtout, il a, me semble-t-il, pour le moment un atout, c'est qu'il incarne davantage que d'autres, vous venez de le dire, et l'Europe et le progrès. Et donc, hier, il a traité de questions scientifiques, des droits, de la question de l'avortement, comme un élément qui doit être intégré dans la charte, dans les valeurs de l'Union européenne. Et donc, cette idée de progrès,
Il la porte incontestablement, elle correspond sans doute, là mais je suis dans le commentaire, davantage à son électorat. Mais sans doute que les Français attendent de la part de tous les candidats à l'élection présidentielle, les plus crédibles, les plus sérieux, et donc forcément d'Emmanuel Macron, comment l'Europe nous protège davantage dans un monde trouble et instable, et par rapport à toute une série de défis. Il faut que, encore une fois, moi je suis profondément européen, l'Europe se protège des flux migratoires bien sûr, mais aussi des produits qui nous viennent d'Asie, d'où la taxe carbone, d'où il faut une forme de souveraineté, de protectionnisme, et puis que nous tirions les leçons de la crise sanitaire. Il n'est pas normal que nous dépendions de Taïwan pour les batteries, pour les semi-conducteurs, de l'Asie. Donc il faut que nous ayons notre capacité à nous réindustrialiser et affronter les grands défis du monde d'aujourd'hui et de demain. Et alors vous parliez justement de l'immigration. C'est un sujet de campagne. Actuellement, il y avait Éric Zemmour était à Calais, Marine Le Pen aussi est sur ce terrain-là. La gauche, beaucoup moins. C'est un sujet qui est présent depuis 30 ou 40 ans dans notre vie politique. Je le dis dans ce livre, comme je l'ai dit il y a quelques mois, dans une tribune publiée par Le Figaro. La droite et la gauche ont à peu près, au-delà des discours et des coups de menton, mené à peu près la même politique. La France et l'Europe ont fait face à des crises migratoires majeures, notamment celle de 2015 avec tous les réfugiés qui venaient du Levant et notamment de la Syrie. Mais les Français peuvent éprouver le même sentiment d'échec, en tout cas d'impuissance. C'est-à-dire, nous sommes attachés au droit d'asile, mais nous n'arrivons pas à reconduire les déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire à peu près 70 000, 80 000 personnes. Et ça n'a pas changé sous Emmanuel Macron. Non, ça n'a pas changé. Alors, sans doute les chiffres ont changé avec les 2 ans que nous venons de connaître. Il y avait moins de passages possibles avec la pandémie. Nous n'arrivons pas à reconduire à la frontière, massivement en tout cas, ceux qui sont en situation irrégulière sur notre sol. Et surtout, nous faisons face à de vraies crises migratoires. Et puis un défi, parce que c'est un défi, ce n'est pas qu'un problème, qui est celui, parlons sur TV5 Monde, qui est celui du continent africain, qui est le continent de demain, qui doit être la priorité de l'Europe. L'Afrique va doubler sa population en 2050, le Nigeria va passer à 400 millions d'habitants, le Sahel qui nous est si proche, avec en plus la présence des troupes françaises pour lutter contre le terrorisme et pour protéger ces États qui sont en difficulté, va aussi doubler sa population. Donc c'est là où se concentre l'énergie de demain, la question du réchauffement climatique, les problèmes migratoires, l'évolution de l'islam, la question démocratique, et tout ça se joue en grande partie en Méditerranée. La concurrence, la compétition, les coopérations peut-être aussi avec la Chine. Donc ça veut dire qu'il faut investir massivement. Sinon demain, la question des flux migratoires se posera, mais alors davantage à la puissance 10. Donc nous devons investir là-bas, mais aussi nous poser la question, est-ce que nous avons besoin de nouveaux migrants? Est-ce que nous avons besoin d'une immigration? Moi, je ne le pense pas. On peut sans doute ouvrir un certain nombre de secteurs de l'économie à une population, à une main-d'œuvre étrangère, mais pour cela, il faut sans doute des quotas, donc il faut des évolutions constitutionnelles, et il faut nous protéger davantage. Parce que nous sommes, au fond, le seul continent au monde qui ne se protège pas. Et donc, nous devons être capables de réguler, de choisir notre propre immigration. Et c'est un défi, mais il doit être traité dans le respect du droit, de l'état de droit, des personnes, sans une confusion permanente entre immigration et délinquance, entre islam et terrorisme, parce que tout ceci est insupportable et ne crée que des ruptures, des fractures et des confrontations. Mais il faut que nous soyons capables, au niveau français comme au niveau européen, de définir notre politique migratoire, et surtout aussi pour éviter les drames effrayants. Le détroit de Gibraltar comme la Manche sont de véritables cimetières, et ce sont nos frères, ce sont des êtres humains. Donc il faut traiter aussi ces questions pour cela, pour l'éviter. Mais il faut beaucoup de fermeté, beaucoup de volonté et des moyens considérables de l'Europe pour protéger nos frontières. C'est ce qu'on doit faire avec Frontex et en aidant les pays qui sont en première ligne, l'Italie, l'Espagne, la France et bien sûr la Grèce. Oui, mais pas Éric Zemmour. Vous faites un vrai brûlot à Zemmour que vous jugez anti-républicain, puis qui au fond s'est positionné sur ces questions-là. Arrêt de l'immigration, stop le regroupement familial, assimilation du problème de l'insécurité avec l'immigration qui n'est pas contrôlée. C'est sur ces thèmes-là qu'il prospère. Et la force des populistes, de droite ou de gauche, c'est de décrire les problèmes, c'est de faire des constats, c'est de souligner les erreurs, les impuissances des uns et des autres. Et il y en a. Proposer aucune solution. Ils vivent de ces problèmes. Mais on peut parler des problèmes migratoires. Il ne faut pas s'interdire de parler des problèmes. Je dis d'ailleurs que trop souvent la gauche, et pas seulement d'ailleurs, par peur
de faire fructifier l'extrême droite ou le Front National, n'a pas abordé ces questions. Il faut les aborder, mais les traiter, ce que demandent les Français vis-à-vis de ceux qui gouvernent ou qui ont gouverné ou qui veulent gouverner, c'est qu'ils règlent concrètement ces problèmes. Mais je vous reprends sur un mot. Ce n'est pas un brûlot, parce que dans toute la première partie, je démonte de manière systématique, méthodique, avec la réalité des faits, les mensonges, les manipulations, notamment sur l'histoire. Il ne s'agit pas d'une controverse historique. Oui. Éric Zemmour utilise l'histoire. Capitaine Dreyfus serait coupable, dit-il. Pétain et De Gaulle étaient d'accord sur l'essentiel. Pétain a protégé les Français juifs. Il est jugé en appel aujourd'hui sur ses propos. Sur toutes ces questions-là, Pétain a sauvé les Juifs français. Il ment, il manipule, il s'inscrit dans un courant qui est celui de l'Action française, de Charles Maurras, un courant profondément anti-républicain. D'ailleurs, l'affaire Dreyfus plus Pétain, c'est bien la démonstration dans son esprit, parce que Pétain, c'est la revanche des anti-dreyfusards, qui prend parti pour ce courant anti-républicain, mais pas pour une controverse historique seulement. Mais il le met au service d'un projet politique, avec un étendard qui est la haine de l'étranger, pour réunir, dit-il, parce qu'il pense que Mme Le Pen ne peut pas le faire, pour réunir toutes les droites. Donc derrière, il y a un projet politique. Et puis, ces idées ont infusé depuis longtemps dans la société française. Regardez, beaucoup de Français pensent que nous faisons face à un grand placement, c'est-à-dire organisé, méthodique, on veut changer la population. Beaucoup de Français pensent que nous sommes un pays de race blanche. Oui. Éric Zemmour utilise les termes de race blanche oui, et de race noire. Il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine, je veux le dire ici sur votre plateau, ou la confusion entre islam et islamisme. Il dit que le bon musulman, c'est celui qui est dans le box des accusés des attentats du 13 novembre. Mais alors, il fait la même chose que les djihadistes. Il veut confondre les musulmans avec le djihadisme, avec l'islamisme, avec l'islam politique. Donc tout cela est très dangereux. Et je pense que le rôle d'un historien, c'est le mien d'un responsable politique, c'est de démonter cela, mais aussi d'offrir un autre discours, un discours républicain, patriote, d'exalter la nation et de dire non, nous ne sommes pas en déclin, la France a toujours quelque chose à dire et à faire dans le monde. Oui, parce que vous dites que le rejet de Zemmour ne doit pas être un motif de désertion. Non, parce qu'au fond, ces sujets-là, vous reconnaissez que sur ces sujets-là, il met le doigt sur de vrais problèmes. Oui, puis il se nourrit de nos insuffisances, de nos lâchetés, je le dis. Je fustige la gauche en reprenant d'ailleurs une réflexion de Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Observateur, dans un livre posthume. Il dit « J'en veux à la gauche d'avoir laissé la nation aux nationalistes, d'avoir laissé la laïcité aux communautaristes, au fond d'avoir laissé la France à d'autres. » Non, la gauche a inventé, si on repart vers le 19e siècle, a inventé la République. Donc, il ne faut pas le traiter de fasciste, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire des slogans sur le thème « No pasaran », le cri des républicains espagnols vis-à-vis des franquistes. Il ne faut pas l'attaquer uniquement sur la question morale. Il faut dire son projet est dangereux. Il divise, il confond. Lui-même parle d'une guerre civile et au fond, on s'aperçoit que tous les ingrédients qu'il met dans le débat politique, c'est la confrontation. Et d'ailleurs, avec une absence de sensibilité, d'humanisme vis-à-vis vis-à-vis des réfugiés, comme vis-à-vis des enfants handicapés, comme vis-à-vis, par exemple, de ces enfants, de ces Français juifs, dont des enfants tués à Toulouse par un terroriste et qui reposent en Israël, blessant profondément les familles françaises juives, ou quand il évoque la question des prénoms. Les gens, Rachida Dati, la maman de l'un des soldats tués à Toulouse et à Montauban, beaucoup de Français de toutes les origines qui sont profondément des patriotes, se sentent blessés. On ne peut pas blesser, voyez-vous, en permanence nos compatriotes, mais il faut leur proposer aussi un nouveau discours, un récit de fierté, et puis, au fond, la force de Zemmour, beaucoup de Français me l'ont dit, c'est de parler de la France. Mais il ne faut pas lui laisser ce monopole. Moi, je veux d'une France ouverte, généreuse, qui compte dans le monde. La France a beaucoup de choses à dire en matière de culture, de langue, de diplomatie, de défense. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons la dissuasion nucléaire. Nous sommes la 5e ou 6e économie du monde. Pour ça, on a beaucoup de choses à dire et à faire encore. C'est les déclinologues. Mais, oui, c'est un courant puissant, d'ailleurs, depuis la fin du 19e siècle. Il est puissant dans les médias, parmi les intellectuels, dans la vie politique. Je ne dis pas que tout va bien en France. On a un problème de commerce extérieur, on a un problème de déficit, on a un problème de précarité, de pauvreté. Bien évidemment, on a une société fracturée, mais plutôt que de jouer en permanence là-dessus, que de mettre du sel sur les plaies, il faut essayer de s'en sortir. Oui, mais vous parlez d'une tenaille. C'est-à-dire qu'il y a tenaille, il y a deux crochets. Il y a Zemmour d'un côté, puis d'un autre, vous voyez quoi, les indigénistes, vous y voyez les islamo-gauchistes, vous y voyez une certaine extrême gauche. Je peux parler avec autorité et mener ce combat contre la droite extrême ou nationale populiste
parce que précisément, j'étais celui qui a théorisé les gauches irréconciliables et qui est considéré, rappelez-vous de mon discours le 13 janvier 2015 à l'Assemblée nationale, qu'on avait fait silence par rapport à la montée de l'antisémitisme dans les quartiers populaires, là où il y a une population d'origine arabo-musulmane, qu'on avait fait silence sur la montée de l'islam politique, ou qu'on n'avait pas assez défendu la République et la laïcité. Et donc c'est vrai que Éric Zemmour s'est aussi nourri de l'autre partie de la tenaille identitaire, d'une partie de la gauche ou l'extrême gauche. Du wokisme, en gros, par exemple. Reprenant ces courants... Que beaucoup de Français rejettent. Reprenant ces courants politiques et intellectuels qui nous viennent des États-Unis, cancel culture, le wokisme, qui au fond qui de nous transformer dans une addition de minorités, qui nous explique que la France est un pays, son État, sa police, sa justice sont racistes. Non, il y a du racisme, il faut combattre, mais il n'y a pas d'État raciste, fort heureusement. Qui veulent déboulonner les statuts. Qui veulent déboulonner les statuts, qui mettent en cause notre histoire. L'un des succès d'ailleurs d'Éric Zemmour dans ses émissions, c'est parce qu'au fond, et je crois qu'il faut le faire, il affirmait une forme de continuité historique. Mais donc je combats, moi aussi, cette extrême gauche et le fait qu'une partie de la gauche a succombé dans le communautarisme et a provoqué, comme aux États-Unis, qui expliquait le succès de Trump il y a quelques années, une espèce de réaction en disant non, moi je suis un féministe. Je crois à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais je n'accepte pas non plus ce néo-féminisme qui nous vient là aussi des États-Unis et qui s'apparente à une forme de totalitarisme de la pensée. Bon, donc il faut combattre ces courants, mais c'est pas parce qu'on combat ces courants qu'on doit se jeter dans la gueule du loup du national-populisme. Au contraire, il faut affirmer fortement la République et nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, mais les rendre concrètes, parce qu'il ne faut pas que ça soit des slogans creux. Mais par exemple, vous dites, il y a les républicains là au milieu, qui sont dans cette tenaille. Mais ils sont infusés. Parfois, je pense par exemple Éric Ciotti, un des porte-parole de Valérie Pécresse, qui a dit qu'au deuxième tour, Zemmour-Macron, il voterait Zemmour. Oui, mais ça, c'est qui était un porte-parole de Valérie Pécresse. Oui, mais chacun, au fond, entre une droite gauche républicaine. Une gauche qui se contente que des slogans. Une majorité, celle d'Emmanuel Macron, qui au fond espère avoir en face, pour rendre l'élection plus facile, espère avoir en face ou Éric Zemmour... Qui donne ses parrainages à Zemmour. Ou à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen. Ça, je n'en sais rien. Mais c'est très dangereux, parce que ça veut dire que la seule alternative au second tour de l'élection présidentielle, ça serait le bloc national populiste, à un niveau beaucoup plus haut que celui de 2017. Et une droite qui ne sait pas très bien où elle est. Bon, je crois dans les convictions républicaines et démocratiques, je n'ai aucun doute là-dessus, de Valérie Pécresse, mais je vois bien les ambiguïtés qu'il peut y avoir parfois au sein des Républicains. Et c'est pour ça que je propose une autre méthode. On ne peut pas refaire l'élection présidentielle de 2017. Un président de la République qui sera élu, Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron, je prends ces exemples qui sont crédibles, aura fait au premier tour au mieux entre 17 et 23%. Comment gouverner? Comment empêcher qu'il y ait de nouveau cette confrontation entre un président et une présidente seul face au peuple? Et c'est pour ça que je propose un compromis historique, pas une confusion dans une seule et même majorité dans un gouvernement, entre les forces de la majorité de l'opposition, mais aussi avec les forces sociales, avec les élus locaux, pour sur 3-4 sujets, l'immigration, les retraites, le nucléaire qui demande des investissements, du temps et de la cohérence dans les années qui viennent, qu'on arrive à traiter enfin ces questions-là dans la durée. C'est ce que demandent les Français, c'est qu'on règle d'abord leurs grands problèmes. Oui, mais elle est où la gauche ? Votre gauche, Manuel Valls, c'est quoi? C'est la primaire citoyenne, Christiane Taubira, qui va presque peut-être se retrouver seule candidate, puisque les autres ne veulent pas y figurer. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Anne Hidalgo. Qui ne dépasse les 10%. Je sais bien, ma gauche, c'est la gauche républicaine. Elle est où, alors? C'est la gauche du gouvernement. Elle est nulle part. Elle est éparpillée façon puzzle, comme on disait. Vous savez, une partie de la gauche est perdue dans le communautarisme, elle a perdu l'universalisme, et une autre, au fond, a renoncé, même pas à la culture du gouvernement, a renoncé à gouverner. Et puis, vous savez, les électeurs de gauche, beaucoup d'ailleurs se retrouvent chez Emmanuel Macron, ou dans l'abstention, se disent, c'est quoi cette gauche qui nous parle que d'eux-mêmes, ou d'elle-même, en l'occurrence, de tambouille, de parti, d'une primaire absurde. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit dans cet état. Une gauche qui ne donne pas le sentiment de vouloir ni gagner, ni même être présente au second tour. Elle est pas uniquement dans une impasse, elle est hors jeu. Elle ne pèse pas. Or, je pense que quand on voit la demande de retour d'État à des services publics, sur la santé, sur l'éducation... Il y a vraiment un discours pour la gauche, vraiment un créneau, j'allais presque dans la lutte contre Écoutez, dans la lutte contre les inégalités, parce que la pandémie laisse beaucoup de gens sur le bord du chemin, sur le réchauffement climatique, sur l'Europe, nous venons d'en parler, sur la République. Emmanuel Macron est de droite, pour vous?
Mais il a fait les deux en même temps. Il y a des gens de gauche et de droite qui peuvent d'ailleurs se reconnaître dans son action. C'est un Européen, c'est un progressiste. Il s'est adapté. Il est venu sur mes positions sur les questions républicaines ou sur les questions de sécurité ou sur les questions d'immigration. Mais au fond, parfois, on ne sait pas très bien où est-ce qu'il est. Mais en tout cas, il gouverne et il a gouverné dans des conditions extrêmement difficiles. Mais c'est vrai que cette gauche républicaine qui a cette culture de gouvernement et qui veut changer les choses, elle est aujourd'hui hors jeu. Et moi, je suis l'un de ceux qui mènent le combat des idées. Mais il n'y a personne aujourd'hui véritablement, et moi je salue les efforts d'Anne Hidalgo, c'est très difficile, je vois la difficulté dans laquelle elle est, mais elle-même ne peut pas dire qu'on peut sortir du nucléaire, ça n'est pas vrai. Elle-même ne peut pas dire qu'elle va remettre au goût le droit de vote des résidents étrangers non communautaires, ça n'est pas possible, il faut une réforme constitutionnelle, puis c'est un chiffon rouge qu'il ne faut plus agiter, ça ne sert à rien. Elle ne peut pas dire qu'elle va supprimer le CICE, qui est une réforme importante que nous avons mise en œuvre avec donc sa candidature sert à quoi alors ? Ah bah ça, il faut lui demander à elle. Si, je pense que Anne Hidalgo, qui est courageuse et pour qui j'ai évidemment l'estime, cherche à faire vivre cette gauche social-démocrate ou de gouvernement. Mais comme le Parti socialiste n'a pas travaillé pendant 5 ans, comme ils ne se sont pas remis en cause, le Parti socialiste est menacé de disparition. J'avais moi-même annoncé sa possible disparition. Je pense que le mot socialisme est une formule morte qui ne veut rien dire. Donc, faute d'avoir retravaillé le fond par rapport aux grands problèmes de la société d'aujourd'hui, eh bien, il est hors jeu. Moi, je ne suis plus membre du Parti socialiste, je l'ai quitté en 2017, et j'avais annoncé ce qui allait se passer. Et les gauches irréconciliables. Ce message d'unité pour l'unité ne sert à rien s'il y a autant de désaccords sur le fond. Au moins, Jean-Luc Mélenchon, pour qui je n'ai ni sympathie, évidemment, je suis en opposition totale, mais il est cohérent quand il dit qu'il ne peut pas y avoir d'accord avec ce qu'il appelle le centre-gauche. Donc, ça voudrait dire qu'il faudra refaire un travail de fond, mais moi, ça ne m'empêche pas, sur beaucoup de sujets, notamment sur, au fond, comment armer les républicains de tous bords face à l'extrême droite, mais comment proposer un chemin, une voie d'espérance aux Français, je fais mon travail, qui est celui d'un ancien Premier ministre, d'un responsable public qui a l'expérience. Mais ça ne peut pas être juste, l'antizémourisme ne peut pas être un programme en soi, il faut proposer. Il faut quoi ? L'antizémourisme, comme vous dites, ne suffit pas, et il faut faire très attention à une nouvelle élection présidentielle qui ne se ferait que sur le rejet des uns et des autres. Et l'un des échecs d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir réussi à réconcilier les Français avec eux-mêmes. Il peut être réélu, mais il sera de nouveau face seul aux Français parce qu'il n'a pas construit une force politique. Et attention, un pays éruptif avec autant de fractures qui à un moment finira, on l'a vu avec les Gilets jaunes, par craquer totalement. Donc il faut rassembler, apaiser et trouver les moyens de faire des réformes de fond, les retraites, le nucléaire, l'immigration, l'école qui va pas bien, l'université parce que c'est indispensable pour la grande compétition de l'intelligence, de la recherche et de l'innovation dans les années qui viennent. Il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille et qu'on avance vite tous ensemble. Oui. Vous concluez pratiquement ce livre, Manuel Valls, en écrivant « J'entends contribuer à cette indispensable renaissance ». C'est la renaissance de la France. Vous parlez de la renaissance de la France ? Oui, bien sûr. Mais ou des valeurs républicaines. Mais parce que je suis profondément patriote, moi je crois, et c'est la place de la France dans le monde. Moi je m'étonne, je suis toujours ému, ce pays de 67-60 millions d'habitants continue toujours de parler au monde. Et nous avons les atouts pour cela, mais l'école, question de recherche et d'innovation, notre autonomie stratégique au niveau européen. Sur tous ces sujets-là, il faut que nous avancions. Mais moi, je crois toujours à la France et donc à sa renaissance permanente. Et j'y compte y contribuer avec mon expérience et on verra de quoi se fera l'avenir. Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron ? Mais moi, je peux travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. C'est pas une demande de responsabilité, mais parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire travailler des gens qui, sur l'essentiel, sont d'accord. L'avenir de la France, la lutte contre les extrêmes, la construction européenne, le réchauffement climatique, la maîtrise de notre immigration, la priorité au nucléaire, etc. Il n'y a pas d'autre solution parce que nous avons besoin de rassembler les Français. Et moi, je veux participer non pas à la victoire d'un camp sur l'autre, mais d'abord à la victoire, à la renaissance de mon pays. Mais sur ces bases-là, vous seriez prêt à y aller ? Mais bien sûr. Et chacun, et je pense que l'expérience d'un ancien président de la République, d'un ancien Premier ministre, d'un responsable politique, elle peut être utile. Mais peu importe la place, elle peut être utile parce que moi je suis convaincu que ce que je propose est le seul chemin possible pour cette renaissance et pour cette union sacrée, cette union nationale, ce compromis historique que j'appelle de mes voeux pour résoudre des problèmes qui ne sont pas traités ou maltraités depuis des années.
Merci beaucoup. Manuel Valls, ancien Premier ministre, publie Zemmour, l'anti-républicain aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Manuel Valls, d'avoir été notre invité.